Alors ici, on a commencé, c'est au 15e, 16e siècle, avec le peigne en buis. Le plantorel était tout couvert de buis. Alors après ça a été déboisé, mais il y en a de nouveau et ça Et en fin de repousse. compte, ils faisaient ça quand il n'y avait pas les récoltes ou quand il n'y avait pas Voilà, vraiment les c'était périodes un des travail d'abord, un peu comme le textile aussi, au départ. Eh oui. Et c'était des paysans qui avaient des biens et puis ils travaillaient après l'hiver, par exemple. Ils travaillaient. Bon, il y en a beaucoup qui disent que c'est les protestants qui ont amélioré le travail du peigne. Après l'édit de Nantes, ils étaient partis, ils ont ramené ça. C'est pour ça que c'est à la Bastide et au Peyrat qui avait le plus d'ouvriers. La famille Costebèze et tout ça, ce sont des familles très... Il y avait 300, 400 ouvriers. Hein. Ah ouais, Ah oui, oui, oui. Et puis ça c'était... Mais on raconte aussi que ce sont les Sarrasins, donc quand ils ont envahi, les Arabes, quand ils ont envahi la France, qui ont amené le travail lui-même du peigne, parce qu'ils travaillaient des os, ils travaillaient l'ivoire qui venait d'autres, qui disent que ce sont, mais c'est à la même époque, enfin au XIIe, XIIIe siècle, les croisés, quand ils sont allés faire les croisades pour défendre le tombeau du Christ, enfin on a appris ça à l'école, bon. Ils ont ramené tout ça d'Orient, du Moyen-Orient. Le fait d'avoir basculé sur la corne à un moment donné, donc oui. c'était... Ben, ils ont essayé d'abord, parce qu'ils avaient eu des peignes venant des Sarrasins et tout ça, qui étaient en os, Alors ils ont utilisé la corne, mais la corne d'ici n'était pas valable. Enfin, ils trouvaient que ça n'allait pas. Le chauffage de la corne dans le four. S'il chauffait trop, ça se cassait, ça donnait une corne. S'il ne chauffait pas assez, ça ne se tordait pas assez. Donc, il fallait la bonne température. Et c'est pour ça que le biscaï, au départ, c'était le chauffage avec le bois. Ah oui. Et quand on est passé au gaz, Henri Delpech, là, tu te rends compte, Janine, il me dit, qu'est-ce qu'ils sont allés foutre avec le gaz? Il me disait, ça chauffe trop la corne et il manque l'humidité du bois. Quand le bois, il contient de l'humidité. Donc, ça faisait une matière, la corne, assez malléable, disons. Qui se travaillait beaucoup mieux. Ah oui, oui, oui. Il disait, il faut 5 ou 6 mois pour former un vrai biscailleur. Voilà. C'est comme marquer le peigne. Quand on avait après le sabot, qu'on appelait donc la plaque, qui avait la forme, on l'appelait le sabot parce que ça avait la forme d'un sabot, il fallait calculer, parce que dans certaines, il y avait la couleur. C'était blanc, c'était noir, c'était alors ce qu'on voulait faire. Puis, est-ce qu'on voulait faire un démêloir? Oui, donc le traçage... Le traçage en tirait le maximum, hein, et il y avait des cornes qui étaient épaisses, d'autres qui étaient plus minces. Donc il fallait évaluer ça, il fallait évaluer le sabot. Alors les grosses, ça servait pour les démêloirs, mais les fines, c'était pour, j'en ai là des peignes des Figaro pour les coiffeurs et tout ça. Ah, c'était, moi, comme je dis là, quand je raconte tout ça, là au musée, c'est un travail presque artistique. Depuis des siècles, la corne animale est utilisée par l'homme. Aujourd'hui encore, on la trouve sous divers aspects. Couverts de table, articles de toilette et montures de lunettes. De cette corne, nous allons à présent suivre la fabrication d'un peigne de toilette. Les cornes arrivent vides, propres et sèches en balles de 150 kg. La plupart du temps, elles proviennent d'Australie où le cheptel de bovins est très important. La première opération est le sciage. Cela consiste à débiter les cornes en tronçons bien déterminés à l'aide d'une scie à ruban. Devant lui, le scieur dépose les différents morceaux dans plusieurs sacs. Les biscages, les gorges, situées sous le biscage, et enfin les embasses ou extrémités de la corne. Voici l'embasse de la corne. Elle est en général destinée au broyage, car trop fine et irrégulière pour une bonne utilisation. La gorge, par contre, est très régulière dans son épaisseur. Après l'avoir ouverte en long, nous pourrons en faire des peignes à poux. Le biscage s'ouvre en spirale.
Large et fine en bas, étroite et forte en haut, cette pièce permet la conception de beaux et grands peignes. Le rouleau, très épais à ses deux extrémités, sera ouvert en long. Une fois aplati, nous allons obtenir une plaque épaisse dans laquelle nous sortirons des montures de lunettes. Quant à la pointe, elle sera façonnée sur un tour. Ainsi, nous obtiendrons des manches de blaireau et de rasoir. La corde est chauffée pour la ramollir avant d'être fendue de part en part à l'aide d'une serpette. Une fois ouverte, elle est réchauffée afin de pouvoir la redresser dans la pince. Le biscayeur la prend alors et la glisse entre les mâchoires de sa pince pour l'aplatir. Elle est repassée sur la flamme, serrée dans la pince, puis introduite dans une presse hydraulique où chaque plaque est refroidie par une circulation d'eau froide. Ces plaques sont appelées biscages. L'usine est alimentée par un moteur électrique qui entraîne un arbre long de 25 mètres, duquel descendent des courroies vers chaque poste de travail. Autrefois, cet arbre était entraîné uniquement par la force hydraulique. Le grattage des plaques a pour but de supprimer les défauts trop importants afin d'obtenir une surface régulière. L'intérieur de la corne, qui est en contact avec l'os appelé cornillon, est toujours lisse et régulier, alors que l'extérieur de la corne, exposé à toutes les agressions, présente des creux et des bosses qu'il faut égaliser. Ces plaques ont été triées suivant leur épaisseur. Elles vont être marquées avec des gabarits en bois. Le traçage est réalisé à l'aide d'un outil appelé le régadou. Les peignes sont tracées sur la plaque en tenant compte de l'épaisseur et du sens de la fibre. Voici 2 peignes tracés sur ce biscage. Il faut déliter ces plaques. Pour cela, on utilise une fraise scie. Les peignes sont découpées en suivant l'extérieur du traçage afin d'obtenir des ébauches appelées bâtons. Cette opération s'appelle le rognage. Cela est le carrage. Il faut affiner ces ébauches et donner au peigne sa forme définitive. Cela s'obtient en guidant les bâtons contre une meule, la forme étant définie par un gabarit. Cette pièce, qui est toujours une ébauche, va être façonnée en biseau sur chaque face. L'angle obtenu permettra une bonne pénétration du peigne dans les cheveux. C'est le façonnage. L'opération suivante est la plus délicate dans la fabrication du peigne. Elle consiste à faire les grosses dents, le grossage, et les petites dents, le stadage. Les machines utilisées sont des stadeuses. Ce sont les seules machines semi-automatiques utilisées pour la fabrication des peignes en corne. Le passage de la fraise dans la corne a laissé des bavures. Elles vont être enlevées en passant le peigne contre une meule douce. C'est le planetage. Le planeteur affine la pièce sur toutes ses faces. Sur cette meule, on arrondit le dos du peigne sur toute sa longueur en le passant dans la gorge prévue à cet effet. Sur certains modèles, on ajoute le baguettage. Il consiste à amincir légèrement le dos du peigne sur chaque face
en faisant glisser celui-ci sur une petite meule. Dernière touche, l'appointage des dents qui permettra une bonne pénétration du peigne dans les cheveux et le perlage qui évitera aux cheveux de se couper entre les dents. Le peigne est fini dans sa forme, restent les opérations de finition, le ponçage et le polissage. 2 méthodes sont utilisées. La première méthode consiste à utiliser des tonneaux en bois dans lesquels se trouvent des cubes de hêtre avec une préparation à base de pierre ponce. Une fois poncés, il faut les laver, les sécher et les introduire dans un autre tonneau pour le polissage qui durera 24 heures. Dans la deuxième méthode, le ponçage s'effectue avec un liquide à base de pierre ponce. Cela permettra un meilleur confort pour le démêlage des cheveux. Ici, l'on voit l'état d'un peigne avant ponçage. Voici le résultat obtenu après l'opération de ponçage avec un liquide à base de pierre ponce. Pour le polissage, on utilise une brosse en feutre, cela pour obtenir une finition brillante du peigne en corne. Les peignes finis sont ensuite triés, rangés bien serrés et expédiés dans le monde entier. À partir de la corne brute, pas moins de 16 opérations auraient été nécessaires pour la réalisation de ce produit noble, le peigne en corne. Il reste encore aujourd'hui dans la vallée de l'Hers, à l'Aiguillon, l'entreprise Da Fonseca qui fabrique des peignes dans la tradition. À Bélestat, une jeune entreprise, Silicon Valley, réalise de nombreux objets design à base de cornes. Voilà, là je viens de découper un petit cheval d'inspiration préhistorique. Je m'inspire pour ça d'une petite statue qui a 30 000 ans. À l'atelier ici on fait beaucoup d'objets inspirés de formes anciennes, parce qu'on est d'anciens archéologues et qu'on fournit les musées et les grottes en France d'objets d'inspiration inspirés de leur collection. Anciennement on a toujours travaillé la corne, c'est une matière qui a été utilisée depuis les temps très anciens, le temps préhistorique. On n'a pas de vestiges de corne parce que c'est un très bon engrais, au bout de quelques années ça disparaît. Donc après quelques années d'enfouissement ça disparaît, alors vous imaginez au bout de quelques milliers d'années on n'a plus aucun vestige. On sait qu'on travaille la corne parce que quand on retire la corne de l'os, ça laisse un vestige, une trace de coupe, mais on ne sait pas pourquoi faire. Du coup, on a beaucoup d'objets qui nous parviennent, qui sont en bois de cervidé, en pierre, en os, et j'essaie de m'inspirer de ces objets-là en faisant des objets en corne. Voilà, donc cette petite forme là, c'est un tout petit objet, hein, c'est un magnète. On est parti de la corne brute pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Et la forme en elle-même, donc c'est une petite sculpture, une des plus anciennes sculptures qu'on connaisse de notre humanité, hein, c'est une forme qui a 30 000 ans, de l'Aurignacien. Un petit cheval, le cheval de Vogelaerde. Et voilà, donc on en fait nous un petit objet, un magnète, hein, qui est destiné à la vente dans un musée parisien. Et donc on part de là. Donc, notre objectif, ça va être de poncer pour faire ressortir les couleurs qui sont en surface, là, qui sont millimétriques, et d'affiner l'objet pour arriver à ce résultat. Donc là, je viens de finir la dernière étape de travail, le polissage d'une pièce. C'est un pot à crayon qui associe de la corne et du bois. J'aime associer le bois de l'Ariège et la corne de vache pour faire des objets. Et je propose pas mal aussi, donc en dehors de l'archéologie, d'objets
décoratif ou utilitaire qui associe les matières.